J'étais perclus de courbatures, de bleus et de petites plaies recousues à la hâte par le médecin du village. Celle de la jambe me faisait le plus souffrir, et je boitillais comme un grand-père arthritique en grimaçant de douleur tous les 2 pas. Ethelstan avait l'air à peine plus en forme que moi, et encore, je le soupçonnais de cacher sa souffrance derrière son masque de capitaine inébranlable. La bataille de la demeure des princes s'était muée en un combat contre les flammes jusqu'au milieu de la nuit, où, enfin, nous avons pu nous reposer. Heureusement, la flambée brûle fort, mais vite, et la majorité de ce que les défenseurs avaient répandu l'avait été dans les rues, où elle n'avait fait que noircir les pavés. Une partie du premier cercle du village, qui avait été le premier à tomber, était partie en fumée, mais en s'y mettant tous ensemble, sous les ordres autoritaires de la comtesse Lorica Prestevant, nous avions réussi à contenir les flammes et à limiter les dégâts. Il y aurait de longs mois de reconstruction, ça les occuperait pour l'hiver, mais étant donné les forces colossales qui avaient fondu sur eux, la victoire de la demeure des princes sur l'armée mécanique était flamboyante. « Vous êtes certain que vous ne voulez pas rester un jour ou 2 pour vous reposer ? Nous vous accueillerons avec joie, » a dit la comtesse en nous regardant nous traîner difficilement. « Merci, dame Prestevant, » a répondu Ethelstan avec un respect renouvelé pour la stratège qui avait repoussé la horde des machines et participé au combat avec autant de fureur que n'importe lequel de ses soldats. Mais notre mission ne saurait souffrir plus de délai. La cathédrale, le Horus qui sert de base avancée au culte de Forbes est toujours dans la nature et menace les terres du duc. Aucune manœuvre, aucune tactique, ni aucun courage ou aucune force ne peut rien contre elle. Nous devons trouver un moyen de l'arrêter. Elle nous a dévisagés, son visage toujours de marbre. Il m'était totalement impossible d'y lire la moindre information. Même le capitaine ne semblait pas y arriver. « Pouvons-nous vous aider ?» Ethelstan s'est retourné vers moi, l'air interrogateur. « Je ne pense pas, » ai-je répondu. « Nous devons trouver le grand coup, et après, c'est mon focus qui me montrera ce que je peux faire. La force brute ne pourra pas vaincre le Horus. Vous avez détruit le corrupteur, et c'est déjà beaucoup. Il faudra du temps à Adélaïde pour retrouver une arme pareille. Si, plus tard, nous avons besoin de vous, le duc enverra un message. » « Bien. » Elle s'est redressée pour nous saluer formellement. « Capitaine Ethelstan, Harel, le maître des machines, bonne chance, et sachez que vous serez toujours les bienvenus entre ces murs. » Nous sommes montés sur le dos de ma corne de feu, et nous sommes partis au pas, sous les regards des habitants de la demeure des princes. Il était temps d'oublier nos douleurs pour reprendre notre mission. Paris tout entier avait besoin de nous, et de notre réussite, si nous ne voulions pas être exterminés par Adélaïde pour l'unique crime de ne pas être ses adorateurs. J'ai lancé ma monture dans un trot fluide, qui nous permettait de ne pas trop souffrir et de garder le rythme pour la journée. La mécanique de précision qui animait la machine nous portait avec une efficacité et une douceur presque irréelles. Aller plus vite n'aurait fait que nous épuiser, autant physiquement que moralement, et aurait risqué de nous précipiter droit vers une patrouille du culte de Forbes. Si nous avions vaincu le corrupteur, rien ne nous certifiait qu'il n'y avait pas d'autre surprise dans le ventre du Horus, ne serait-ce que leurs soldats. « Comment comptes-tu retrouver le grand coup ?» m'a demandé Ethelstan pendant la pause repas à midi. J'ai avalé ma bouchée de viande séchée. « Un peu au hasard, à vrai dire, » ai-je répondu piteusement. « Déjà, nous allons rejoindre son circuit. Il fait tout le tour du bassin parisien, et il laisse des traces sur son passage. Ensuite, il faudra choisir une direction pour suivre sa piste, et espérer qu'il ne soit pas de l'autre côté de la ville. » Il n'a rien ajouté, et nous avons terminé de manger en silence, douloureusement conscients que la chance ou la malchance pouvait nous éloigner d'1 semaine de notre objectif. Et 1 semaine, lorsqu'on est traqué par un Horus rempli de fanatiques bien décidés à massacrer tout le monde, c'est long. Les hommes et les femmes de la comtesse avaient résisté à l'assaut des troupes mécaniques d'Adélaïde, mais résisteraient-ils à une autre bataille ? Et les 2 autres villages sur les terres du duc, le palais et la grande butte, aucune chance qu'ils puissent s'en sortir. Ils n'avaient presque pas de fortifications, rien de comparable à celle de la demeure des princes ou de la tour de fer en tout cas. Rien qui puisse résister à la fureur du culte de Forbes. Soudainement, j'ai ordonné à la corne de feu de s'arrêter. Je venais de voir un buisson écrasé, et lorsque j'ai regardé à droite et à gauche, j'ai vu la voie suivie par l'immense quadrupède.
C'était subtil, ça se perdait dans une végétation dense et envahissante, mais sur une travée large d'une dizaine de mètres, il n'y avait pas d'arbres, pas de ruines, et des traces de pas rondes, grandes comme j'étais haut et largement espacées. Je suis descendu de ma monture en grimaçant. Je me suis étiré comme le grand-père arthritique que j'étais devenu, avant de me perdre dans la contemplation de la piste du grand coup. Comment choisir dans quel sens nous allions partir? Arel, a commencé Ethelstan, ton focus t'indique son chemin? Non, il est trop loin, je pense. Je crains que nous n'ayons pas d'autre solution que de choisir la direction au hasard. Le capitaine a eu un petit sourire, et je me suis demandé ce qu'il pouvait bien trouver d'amusant dans des circonstances pareilles. Je crois que la fatigue, combinée aux douleurs peu graves mais sérieusement envahissantes, me pesait sur le moral. Je n'avais qu'une envie, c'était de me vautrer sur ma couchette dans le noir et de ne plus parler à personne pendant une semaine. Je suppose qu'une machine d'une telle taille qui avance, ça doit faire peur aux animaux. J'ai levé les yeux au ciel, n'ayant pas du tout envie d'une conversation légère, mais ça n'a pas découragé mon compagnon. Et que les animaux fuient sur son passage. Et évidemment, ai-je fait un peu sèchement, où veux-tu en venir? Eh bien, que nous devrions aller dans la même direction que ce lapin écrasé. Ethelstan me montrait un cadavre au sol, l'air particulièrement satisfait. Le pauvre rongeur avait été réduit à l'état de galette par une patte bien plus grande que lui. Il était là, tache rougeâtre au centre d'une empreinte si large qu'on ne la remarquait pas. D'une étrange façon, qui n'arrivait pas à se décider entre le grotesque et le lugubre, ce qu'il restait de sa tête nous indiquait la direction à suivre. « Mais t'as raison !» me suis-je exclamé en comprenant soudainement. Je me suis hissé sur la corne de feu en poussant un petit gémissement de douleur. Nous avions une direction, et même une estimation de la distance qui nous séparait du grand coup. Il n'y avait pas de verre à se repaître de la chair du lapin. La majestueuse machine n'avait pas plus d'une journée d'avance, et elle ne se déplaçait pas bien vite. C'était à la fois une bonne nouvelle, nous n'aurions pas à lui courir après pendant une semaine, mais aussi une mauvaise. Je n'avais plus d'excuses pour ne pas accélérer le mouvement. J'ai lancé ma monture dans un trot rapide, et malgré sa précision mécanique, elle a commencé à imposer des mouvements saccadés et réguliers à nos muscles endoloris. J'ai serré les dents. Si Ethelstan y arrivait, moi aussi je pouvais le faire. Nous nous sommes arrêtés à la nuit tombée, lorsqu'il est devenu trop dangereux de continuer. La corne de feu pouvait courir dans le noir, mais nous aurions risqué d'être désarçonnés par une branche invisible. Soulagés autant qu'un peu déçus de ne pas avoir repéré la tête de notre objectif au loin, nous avons dévoré nos rations avant de nous effondrer sans même prendre la peine d'enlever nos bottes. De toute évidence, même si le capitaine ne le montrait pas, il était aussi épuisé que moi. Je me suis endormi en espérant que les douleurs se seraient un peu calmées le lendemain. La réalité m'a rattrapé dès le réveil. Les courbatures, c'est toujours pire le second jour. Ethelstan a grogné en se relevant difficilement. Sa faiblesse n'a été visible qu'un court instant. Dès qu'il a été debout, il a repris sa posture droite et son air autoritaire. « La vache, c'est impressionnant !» Et je murmurais en me massant les cuisses. « De quoi ?»« Non, rien. » Je n'avais même pas le cœur à manger quelque chose. Je me suis péniblement hissé sur la corne de feu et il m'a suivi sans rien ajouter. Le mieux que nous puissions faire, c'était d'avancer. La douleur nous torturerait de toute façon, autant nous focaliser sur notre objectif. La machine était infatigable, nous un peu moins. J'ai lutté contre la douleur, l'épuisement, l'abrutissement et le découragement pendant des heures qui me paraissaient autant de jours. Le soleil semblait paralysé dans le ciel, avançant lui aussi avec une lenteur désespérante, comme s'il était dans le même état que nous. Sans nous concerter, sans échanger un seul mot à vrai dire, nous ne nous sommes pas arrêtés pour le déjeuner, en sachant pertinemment que si nous descendions de notre monture, nous ne repartirions pas avant le lendemain. C'est en milieu d'après-midi, alors que j'avais l'impression de me débattre dans un cauchemar gluant, à l'air épais et aux couleurs ternes, que j'ai entreaperçu la large tête ronde et plate du long cou qui dépassait par instants au-dessus de la canopée. Je me suis agité comme un gosse la veille du solstice d'été, mes douleurs presque oubliées pour quelques délicieuses secondes. Ethelstan a eu l'air aussi soulagé que moi.
Je crois que nous commencions tous les deux à craindre que le lapin écrasé n'ait été qu'une fausse piste. J'ai fait accélérer la corne de feu. Tant pis pour les points de suture qui tiraient et qui grattaient, tant pis pour les muscles déchirés qui nous torturaient, tant pis pour la fatigue qui rendait chacun de nos mouvements plus difficiles que de soulever un semeur. Je voulais avoir rattrapé le grand coup avant la nuit. Petit à petit, nous avons commencé à entendre les pas lourds, mais presque délicats, de la gigantesque et mystérieuse machine. Contrairement au fracas terrifiant que faisait la cathédrale en se déplaçant, le grand coup faisait un bruit qui semblait naturel, comme le grondement du tonnerre au loin. C'était une force de la nature, et non une force contre nature. « Que va-t-on faire une fois qu'on l'aura rattrapé ?» a demandé Ethelstan maintenant que notre objectif semblait presque à portée. Je n'ai pas répondu, autant parce que desserrer les mâchoires était au-dessus de mes forces, que parce que je n'en avais pas la moindre idée. Je me suis contenté de hausser les épaules, et il a eu l'air de comprendre. Nous avons rattrapé la machine en fin de journée, juste après une grande clairière qui semblait border un ancien bâtiment énorme, maintenant si recouvert de lierre et de mousse qu'il était à peine visible. Il ne formait qu'une muraille de végétation, qui traçait une ligne étrangement droite au milieu d'un foisonnement de vie chaotique par essence. La patte de notre monture a tinté en frappant quelque chose de métallique au sol. C'était un rail. Nous étions devant ce que les anciens appelaient une gare. J'étais certain que si j'avais creusé un petit peu, j'aurais trouvé le jumeau de ce rail à une enjambée de distance. J'ai ralenti, soudainement submergé par la majesté du grand coup. Un corps assez court pour sa taille, perché sur 4 longues pattes effilées qui bougeaient avec une grâce presque irréelle, et surmonté d'un cou démesuré qui supportait une tête large en forme de soucoupe, qui n'avait ni œil, ni bouche, ni rien de visible permettant de distinguer l'avant de l'arrière. Il ne donnait pas pour autant l'impression d'être aveugle, bien au contraire. Il donnait l'impression de voir partout, au-delà des nuages, jusque dans les profondeurs du sol, en passant par les plus obscurs secrets de nos cœurs. Je me suis demandé ce que ressentait Ethelstan, mais je n'ai pas osé poser la question. « Il faut qu'on se dépêche !» me suis-je brusquement exclamé, en me rappelant ce qu'il y avait devant nous. « Quoi ?» a fait le capitaine en s'accrochant à moi, alors que je lançais la corne de feu au galop. La douleur m'a vrillé les cuisses, les bras, les fesses. Elle m'a remonté le dos en s'arrêtant à chaque vertèbre, et je n'ai pas pu m'empêcher de jurer entre les dents. Le champ d'échelle. Le grand coup allait droit vers le champ d'échelle. C'était notre chance de grimper sur sa tête. J'étais certain que mon focus serait impuissant à pirater cette magnifique créature en restant à ses pieds. Elle était bien trop grande. Même si elle était beaucoup moins longue et beaucoup moins massive, elle était presque aussi haute que le Horus. Nous sommes passés à côté d'elle, la laissant parfaitement indifférente à notre présence, comme un homme se moque des insectes qui fourmillent dans la terre sous ses bottes. Nous, par contre, nous étions subjugués par sa beauté. Le grand coup était inoffensif et se contentait de marcher lentement tout autour de Paris. Pourtant, nul ne pouvait douter de son importance, de son influence. C'était comme regarder un dieu en face. Et un dieu bien plus tangible que les soi-disant élus de Forbes que priaient les habitants de la cathédrale. Droit devant nous, il y avait un endroit étrange, une plaine qui bordait un lac débordant de poissons, recouverte de structures que je n'avais jamais pu m'expliquer. De hautes tours faites de barreaux d'acier, comme des échelles pour des géants, tombées depuis bien avant ma naissance, qui s'entassaient les unes sur les autres. Des restes de décoration en plastique dont les couleurs étaient délavées depuis des siècles, mais que je soupçonnais d'avoir été bigarrées et criardes, d'épais et longs tubes métalliques qui jonchaient le sol comme autant de brins de paille démesurés, sur lesquels étaient fixés des dizaines de sièges. Mais surtout, trônant au milieu de ce capharnaüm incompréhensible, une grande roue d'acier sur laquelle pendaient des nacelles qui devaient avoir été articulées avant que la rouille ne soude le tout d'une seule pièce. Elle était inclinée, mais elle avait été retenue dans sa chute par une autre structure, et toutes les deux se soutenaient depuis des siècles, comme un vieux couple qui claudique jusqu'au marché le dimanche matin. « Il faut qu'on grimpe !» ai-je lancé en bondissant au pied de ma monture. La douleur a fusé jusque dans ma nuque, et j'ai regretté mon empressement, mais il n'était plus question de traîner. Peut-être n'aurions-nous pas d'autre occasion de ce genre avant des jours.
Je me suis précipité sur la roue gigantesque et j'ai commencé à grimper, en prenant garde à ce que certaines prises ne me restent pas dans les mains. La rouille et la décrépitude avaient rongé toute l'armature métallique, la rendant instable et peu fiable. J'avais passé beaucoup de temps à observer ce champ d'échelle, à me demander ce que les anciens pouvaient bien faire ici. Pour la plupart des ruines éparpillées sur le sol, je n'en avais pas la moindre idée, mais pour ce que nous étions en train d'escalader, je ne voyais qu'une seule possibilité. Elle devait être dressée et tournait librement, jetant son ombre autant que ses éclats sur le reste de la ville. Les hommes et les femmes, ignorant le fléau qui allait s'abattre sur eux, montaient dans les nacelles et se faisaient porter jusqu'en haut, où ils pouvaient jouir d'un spectacle à couper le souffle. Les nacelles avaient 2 places. Peut-être était-ce une sorte de rite conjugal, peut-être que c'était ici que les anciens se déclaraient leur flamme, ou qu'ils venaient officialiser leur liaison. Peut-être que cette roue servait à célébrer les mariages. Je songeais encore une fois à toutes ces possibilités, pour essayer d'oublier la douleur qui martyrisait mes bras autant que ma jambe blessée pour chaque mètre que je gravissais. J'ai entendu le claquement sec d'une tige métallique qui se brise, et j'ai regardé en dessous de moi avec angoisse. Ethelstan allait bien. Il pestait en jetant le reste d'un barreau vers le sol, mais il savait assurer ses prises avant d'aller en chercher une autre. J'ai vu le grand coup qui arrivait, sa tête encore largement au-dessus de nous malgré la hauteur que nous avions déjà prise. « Dépêche-toi » ai-je lancé autant pour le capitaine que pour m'encourager moi-même. Le timing allait être serré. J'ai commencé à être moins prudent, à monter une main avant d'avoir 3 appuis sûrs, à m'accrocher à des prises branlantes, mais je ne suis pas tombé, et Ethelstan non plus. Le grand coup n'était plus qu'à une dizaine de mètres, et nous étions tout en haut de la roue. Sa tête était encore hors de notre portée, mais certaines parties de son cou dépassaient, comme de larges antennes jaunes que le temps ne semblait pas avoir ternies. Si nous réussissions à les atteindre, nous pourrions grimper jusqu'au sommet. Il allait passer devant nous. Je n'avais plus le temps de réfléchir, plus le temps d'hésiter. De toute façon, la douleur obscurcissait mes pensées et m'empêchait d'avoir les idées claires. J'ai poussé un grognement de dépit en grimpant sur le dernier tube métallique qui surplombait les nacelles, m'astreignant à ne pas songer au grincement lugubre qu'il avait fait sous mon poids, et j'ai pris 2 pas d'élan avant de me jeter dans le vide, les bras tendus vers le grand coup. J'ai cru que j'allais les rater, m'écraser au sol ou sur le dos d'acier de la machine, mais mes mains se sont refermées au dernier moment sur l'une des antennes, et, miraculeusement, je n'ai pas glissé. J'ai commencé à me hisser sur l'étroite plaque d'acier à peine large comme mes bottes, lorsque j'ai entendu Ethelstan crier de douleur derrière moi. Il s'était élancé à ma suite, ce qui ne me surprenait pas, mais il ne tenait plus qu'à une seule main, suspendu 15 mètres au-dessus du sol et incapable de grimper. Je me suis allongé et j'ai agrippé le bras qui battait dans l'air sans réussir à s'accrocher à la machine. J'ai compris quel était le problème dès que j'ai commencé à tirer pour aider le capitaine à grimper. Il a hurlé de douleur, et j'ai vu son bras se tordre avec un mouvement peu naturel. Il s'était déboîté l'épaule. J'ai tiré quand même, accablé par son cri de souffrance, mais pas autant que par la perspective de sa chute. Malgré la torture qu'il subissait, il a réussi à tirer de son autre bras, m'apportant une aide dont j'avais absolument besoin pour le hisser sur le rebord. Dès que je l'ai pu, j'ai lâché sa main pour l'agripper par son armure, et nous avons réussi à lui faire atteindre les 3 refuges. Transporté avec douceur par l'immense grand coup, je regardais, émerveillé, le bassin parisien se dévoiler sous mes yeux. Une mer d'un vert éclatant, d'où dépassaient quelques ruines, parfois gigantesques. L'ancienne ville était encore magnifique, bien que sûrement très différente de ce qu'elle avait été. Grande comme tout un duché, c'était autrefois un pôle urbain aux proportions divines, pour devenir aujourd'hui un îlot de vie lové autour du fleuve, habité d'humains, de machines et d'animaux. C'était magnifique. Ethelstan se massait l'épaule, lorgnant lui aussi sur le paysage, les sourcils froncés et l'air fermé. La fin de l'ascension avait été encore plus difficile pour lui que pour moi, et je n'avais pas passé un bon moment. Il avait fallu que je remette son épaule en place, inconfortablement installée sur l'étroite antenne plate qui dépassait du cou de la machine.
J'avais détesté tirer sur son bras d'un coup sec, alors que nous étions perchés aussi haut, mais il était impensable que le capitaine puisse continuer avec son épaule démise. Bon, j'espère qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, A-t-il grommelé. parce que redescendre, ça va pas être une partie de plaisir. C'était vrai, et je n'y avais absolument pas pensé. Mais chaque chose en son temps. Déjà, il fallait essayer de comprendre le fonctionnement de la machine. J'ai étudié les symboles lumineux qui s'affichaient en surimpression dans mon champ de vision, partout sur l'immense coupole que nous foulions. J'ai lu les informations que me fournissait mon focus, essayé de comprendre les chiffres, les mots bizarres, fait des recoupements, recherché dans les bases de données incluses dans ce petit appareil, tant et si bien que le soleil a continué à décliner et qu'Ethelstan, lassé par la vue ou terrassé par la fatigue, a fini par avaler une tranche de viande séchée avant de s'allonger et de s'assoupir. J'ai continué de lire et d'apprendre pendant une bonne partie de la nuit, ne m'interrompant que pour manger un peu. C'était si extraordinaire, si passionnant, que l'épuisement m'a fui, me laissant avec une vigueur renouvelée. Lorsque le soleil s'est levé, je n'avais dormi qu'une poignée d'heures, mais pour la première fois depuis 2 jours, je me sentais un peu plus en forme, moins torturé par mes douleurs et débordant d'un optimisme nouveau. « On peut y arriver !» ai-je dit au capitaine dès qu'il s'est réveillé. « Ça peut marcher !» Il a levé sur moi des yeux encore remplis de fatigue, et il a eu un petit sourire. « Alors allons-y !» a-t-il grogné, économisant ses mots comme si la moindre parole usait de son énergie. De toute évidence, il n'avait pas bien dormi. Son épaule avait dû le faire souffrir, mais lui aussi semblait plus libre de ses mouvements. Le disque large d'une dizaine de mètres qui servait de tête au grand coup a bougé un peu lorsqu'il a changé de direction. Je pouvais détecter le Horus. À vrai dire, je pouvais détecter n'importe quelle machine dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. C'était ahurissant. Mon focus, que j'avais réussi à synchroniser avec l'étonnante créature à la fin de la nuit, m'affichait un nombre d'informations si étourdissant que je devais filtrer l'affichage sous peine de ne plus rien voir au travers des icônes pastel. « Où va-t-on » a demandé Ethelstan au bout d'une heure, après avoir pris son repas et réuni ses forces. « À la Cité des sciences et de l'industrie, me suis-je exclamé. Ce que tu connais sans doute sous un autre nom, la sphère d'argent. La boule creuse que ces tarés de nocturnes ont rénovée il y a quelques années. Et pourquoi ? Mais à cause de son nom, ancien. C'est là qu'est stationnée la cathédrale, et je crois que c'est parce qu'Adélaïde est persuadée qu'elle y trouvera les secrets de l'industrie. C'est tout à fait son genre. Plus précis, Harel, plus précis, a grogné le capitaine. J'ai mal au crâne. L'industrie, c'est comme ça que les anciens appelaient leur capacité à créer plein de choses très rapidement. Mais elle ne trouvera pas ce qu'elle cherche, elle se trompe. Ce n'est pas une sorte de temple de l'industrie, c'est un musée. Un endroit où les anciens exposaient leur savoir pour que tous puissent y accéder. Peut-être qu'il y reste quelques vestiges d'informations, des choses à étudier, mais sûrement pas une usine magique capable de lui fournir tout ce qu'elle souhaite. Et la même différence qu'entre une arbalète et un dessin d'arbalète. Et c'est ton focus qui te dit tout ça ? Oui et non, c'est le grand coup qui le dit au focus, et le focus qui me le dit. Le grand coup connaît toute la région, ce qu'elle était avant, ce qu'elle est maintenant, et ce qu'elle a été entre les deux. J'étais si enthousiaste que je ne m'en rendais plus compte que nous allions droit vers nos ennemis, droit vers la dernière bataille contre le culte de Forbes, qu'elle se solde par une victoire ou par une défaite. Je ne voyais que les incroyables secrets que me transmettait la noble créature que nous chevauchions. « Ça ne nous dit pas comment on va l'arrêter » a grommelé le capitaine. Je me suis un peu assombri. Pour ça, il va falloir qu'on s'infiltre dans la cathédrale. Ce qui ne va pas être facile, mais on va avoir de l'aide, tu vas voir. Il n'a pas insisté. Il m'a laissé le plaisir de lui faire la surprise. Et il a profité de la matinée passée 20 mètres au-dessus du sol pour se reposer un petit peu. Nous sommes restés tous les deux, assis sur le rebord de la tête du grand coup, épaule contre épaule, à admirer le paysage somptueux.
L'ancienne ville de Paris, dont les derniers vestiges dépassaient d'une végétation luxuriante, pleine d'une vie prolifique, à la fois animale, végétale et mécanique, m'a redonné espoir. Quoi qu'il se passe dans les heures qui viendraient, quel que soit le vainqueur, la vie finirait par prévaloir. Elisabeth Sobek et tous les scientifiques et ingénieurs qui avaient travaillé sur le projet Ob-Zero s'en étaient assurés, même s'ils avaient dû payer cette renaissance avec le sang de l'humanité. « Le temps se couvre », a dit Ethelstan vers midi. Je n'ai pas répondu, mais j'ai souri. C'était vrai que d'épais nuages s'amoncelaient dans le ciel, et ça n'allait pas aller en s'améliorant. Les premières gouttes d'une pluie orageuse ont fait redoubler ma joie. J'adorais cette sensation électrique qui précède l'orage, ce temps lourd qui semble vous peser sur les épaules, et ce déluge d'eau tiède qui vous lave l'âme autant que le corps. La voilà, ai-je soufflé peu de temps après. Dans la grisaille naissante se découpait l'immense silhouette de la cathédrale, le Horus, long et trapu, menaçant jusque dans ses angles, surmonté d'un immense bâtiment noir comme la nuit, dont les deux flèches jumelles se découpaient sur les nuages de plus en plus sombres. Et nous allions droit dessus du pas tranquille et presque léger du grand coup. La foudre a zébré le ciel entre nous et l'objectif, marquant nos rétines d'un long trait régulier et fourchu, et j'ai entendu Ethelstan pester. « Allonge-toi, Harel !» s'est-il écrié d'une voix où perçait l'angoisse. « Et prie ce en quoi tu crois pour que la foudre ne nous frappe pas. Nous sommes le point le plus haut à des kilomètres à la ronde !» Pour que j'aie été en mesure d'entendre sa peur, malgré mes difficultés dans ce domaine et le grondement de l'orage, c'était que le capitaine devait vraiment être au bord de la panique. Je commençais à bien le connaître, à vraiment bien le connaître, et je soupçonnais le fier guerrier d'avoir du mal à supporter une situation sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Affronter une armée de fanatiques, pas de problème pour lui. Mais attendre sans savoir si nous serions frappés par la foudre, c'était beaucoup plus difficile. « Ne t'inquiète pas !» ai-je répondu en restant debout sous le déluge, trempé de la tête aux pieds, mais en communion totale avec mon environnement. « Harel, tu comprends pas! Tu risques de... » Il a été interrompu par une ombre gigantesque qui est passée dans les nuages, en réveillant des milliers de petits éclairs sur son chemin. Il s'est mis à genoux et a fixé le ciel. Il n'a pas eu à attendre longtemps. L'ombre est revenue et est passée au-dessus de nous comme une vague de ténèbres entourée d'étincelles au milieu des nuages noirs. « Un spectre » a-t-il murmuré. « Un spectre de l'orage. C'est ça, Harel, c'est ça !» Il n'en revenait pas, et je le comprenais. J'avais eu le temps de digérer la surprise, moi, depuis que je l'avais trouvé parmi les milliers de contacts sur les détecteurs du grand coup. « Ouais, c'est ça. » ai-je répondu, le visage levé vers l'orage, ruisselant d'eau tiède et agréable. « Alors, il existe. » Ce n'était pas une question, je n'ai donc pas répondu. J'ai laissé Ethelstan apprivoiser l'idée que l'une de nos plus vieilles légendes, ce que nous prenions presque tous pour le délire de quelques illuminés qui avaient vu une forme dans la tempête, était vrai. Les spectres de l'orage existaient bel et bien, et ils faisaient partie des machines créées par Elisabeth Sobek pour réguler le climat de notre planète. Elle les avait appelés les oiseaux tempêtes. Juste au moment où je confirmais son existence, comme si elle m'avait entendu, la machine volante à l'envergure inimaginable est sortie des nuages pour nous survoler, passant à seulement quelques mètres de nous, projetant un souffle incroyable qui a failli nous faire basculer dans le vide. J'ai hurlé ma joie. Elle était tout simplement magnifique. Ses ailes gigantesques étaient faites d'un matériau que je ne reconnaissais pas, souple mais solide, recouvert de petites cellules que mon focus identifiait comme sa source d'énergie, et elle portait sans peiner le corps puissant et massif du spectre, qu'elle maintenait en vol année après année, siècle après siècle, sans qu'il n'ait jamais besoin de se poser. Un rayon violet, presque malsain, a fendu l'air en crépitant. Il vaporisait l'eau sur son passage, laissant derrière lui un nuage de fumée grise qui se dissipait rapidement dans la pluie. La cathédrale venait de tirer sur le spectre de l'orage, le ratant de peu et me ramenant à la réalité.
Je me suis rappelé que nous n'étions pas là pour admirer les miracles de la nature, mais pour attaquer un ennemi bien plus puissant que nous. Trop tard pour reculer de toute façon. J'ai demandé à mon focus de donner les ordres que j'avais préparés pendant la nuit. Une série d'instructions complexes qui nous permettraient d'atteindre notre objectif. Du moins, c'était ce que j'espérais. « Tiens-toi prêt, Telstan !» ai-je crié pour couvrir le vacarme du tonnerre et de la pluie qui martelaient la tête du grand coup. « Prêt à quoi ?»« À changer de monture !» Le spectre de l'orage a de nouveau émergé des nuages étonnamment bas pour venir se placer juste au-dessus de nous. Pour rester debout, il fallait lutter contre le vent qu'il déplaçait avec ses plumes solaires et les propulseurs bleutés qui ornaient le bord de fuite de ses ailes. J'ai fait 3 pas maladroits, le bras levé devant mon visage pour me protéger des gouttes d'eau qui me fouettaient comme autant de minuscules abeilles en colère, et je me suis agrippé à sa serre. Le capitaine m'a suivi, le visage fermé, les mâchoires serrées, sans émettre d'objection. Il a grimpé devant moi sans trembler. « Si on ne s'en sort pas, Harel, tu m'auras fait un ultime cadeau. La mort la plus épique de mémoire d'homme !» Le spectre de l'orage a replié ses pattes sous son corps, nous soulevant comme si nous ne pesions rien, et il a repris son envol. « Ne t'inquiète pas !» ai-je crié pour rassurer le capitaine. « Si tout se passe comme prévu, le Horus ne peut plus tirer, le grand coup l'en empêche !» À ma grande surprise, Ethelstan a gloussé, avant de franchement éclater de rire. « Si tout se passe comme prévu, qu'il dit. Harel, soit tu es l'homme le plus brave que je connaisse, soit tu es le plus stupide, mais dans tous les cas, ne change surtout pas !» Je pense que j'ai rougi, et j'ai baissé les yeux comme un jouvenceau intimidé à son premier rendez-vous galant. Heureusement pour moi, le spectre de l'orage a fondu sur la cathédrale, m'empêchant de trop réfléchir à la situation. Et nous n'avons pas été abattus en plein vol. Le Horus n'était pas complètement désactivé. De nombreuses lumières et accumulateurs d'énergie brillaient toujours, mais il ne bougeait plus. Ni ses pattes, ni ses tourelles d'armement. Le grand coup, la plus extraordinaire des créations du projet Ob-Zero, mis au point par une certaine Gaïa, était bel et bien capable de rivaliser avec le Titan en termes d'influence. Autour de nous, l'air se chargeait en électricité. J'avais les poils dressés sur les bras et un goût de fer sur la langue. C'étaient les ailes du spectre qui captaient l'énergie dans l'orage, dans les frictions, et la canalisaient jusque dans une sphère brillante logée au cœur de sa poitrine. J'ai vu Ethelstan sursauter lorsqu'une étincelle a jailli de son armure pour venir lui piquer le cou. J'ai vite été distrait par une volée de projectiles qui ont frappé l'aile, non loin de moi. Une plaque de blindage s'est décrochée, l'une des nombreuses cellules solaires s'est brisée. Rien de bien grave, pour l'instant. Des hommes s'organisaient sous nos pieds, sur le toit de la cathédrale, juste devant le sinistre bâtiment noir. Si les armes du Horus étaient désactivées, ces soldats, eux, pouvaient toujours nous tirer dessus. J'ai rentré la tête dans les épaules et j'ai cherché à me faire le plus petit possible. Il n'y avait rien que nous puissions faire pour le moment, si ce n'était faire confiance au grand coup qui avait reprogrammé le spectre. J'ai entendu un crépitement, et le cœur de l'oiseau mécanique s'est mis à briller en vibrant. Ses ailes se couvraient d'une couche d'éclairs et d'étincelles qui couraient le long de ses structures métalliques. J'espérais que nous étions à l'abri sur ses pattes. L'énergie s'est concentrée quelques secondes avant d'être brutalement relâchée sur les soldats qui nous menaçaient. Une boule de foudre, presque lente, est tombée sur nos ennemis en provoquant une explosion massive et aveuglante. J'ai entendu des cris provenir jusqu'à nous et j'ai eu un pincement au cœur. Ces hommes et ces femmes avaient beau vouloir notre mort, ils avaient été endoctrinés par Mandéric avant d'être pervertis par Adélaïde. Ils avaient plongé la tête la première dans un océan de mensonges et ils s'étaient trop éloignés du bord pour avoir une chance d'en revenir. Et pourtant, j'étais incapable de ne pas ressentir d'empathie pour ceux en train de mourir sous les coups terrifiants d'un spectre de l'orage. L'électricité se propageait avec une facilité terrifiante sur la structure métallique trempée de la cathédrale, provoquant brûlures et convulsions à ces pauvres victimes, et ce n'était pas une belle façon de mourir. Heureusement, ça a été assez court,
et il n'y a vite plus eu personne pour hurler. Seulement une trentaine de cadavres recroquevillés dans des positions improbables, à la peau noire et calcinée, marbrés de dessins fourchus qui ressemblaient à ceux dessinés par les éclairs dans le ciel. Le spectre s'est posé majestueusement, éclairé par la foudre qui tombait derrière nous, sous une pluie battante qui rebondissait sur ses ailes. Nous avons lâché ces serres avec soulagement, et Ethelstan et moi nous sommes retrouvés sur la cathédrale, heureux que le vent empêche l'odeur de chair brûlée de parvenir jusqu'à nos narines. L'oiseau mécanique a posé un œil énorme sur nous. Son bec courbé a claqué sèchement, et il a redécollé pour aller faire de larges cercles autour du Horus et du Grand Coup. Il ne nous restait plus qu'à trouver une entrée, et à ne pas tomber dans les griffes des soldats du culte de Forbes. Là, des intrus! La voix qui avait crié derrière nous m'a fait sursauter. J'étais concentré sur les indications affichées par mon focus et j'essayais d'ouvrir la trappe qui menait à l'intérieur du Horus. Ethelstan s'est retourné doucement, épée au clair, et a eu un sourire carnassier en voyant les 3 soldats qui venaient de sortir du bâtiment gothique perché sur la cathédrale. « Arel, a-t-il soufflé d'une voix rauque. Aucun ne doit fuir. » Et il s'est avancé sous le déluge, d'une démarche calme et assurée, son épée pointée vers le sol. Les gouttes de pluie lourdes et battantes fouettaient ses épaulières et son crâne, jetant un voile flou sur sa silhouette, le faisant ressembler à une créature de légende. Malgré leur supériorité numérique, les 3 soldats ont semblé hésiter, prêts à faire demi-tour pour s'enfuir. Je suis resté caché, accroupi derrière une sphère métallique qui contenait probablement un radar. Non que j'ai pensé être aussi imposant que le capitaine, très loin de là, mais ces 3 adversaires n'avaient besoin que d'une pichenette supplémentaire pour les faire basculer de la terreur à la panique. J'ai chargé ma fronde d'une bille de flambée, remarquant avec horreur à quel point il m'était devenu facile de m'en prendre à des êtres humains. Sur les derniers mètres, Ethelstan a brutalement accéléré, et la pointe de son épée a dessiné un arc brillant dans le déluge. Le premier garde est tombé sans avoir eu le temps de bouger un cil. Le second s'est vu égorgé par le retour de la lame, et seul le 3e a eu le temps de lever son arme pour tenter de se défendre. Il a paré 2 coups furieux avant qu'une bille de flambée n'éclate sur le côté de sa cuirasse, le transformant en torche humaine environnée de la lourde fumée que formait la pluie en s'évaporant. J'ai terminé d'ouvrir la trappe, qui s'est déverrouillée avec un clic discret. Nous nous sommes faufilés dans un couloir aux murs noirs brillants, éclairé par des cristaux étranges. Ce n'était pas le chemin que nous avions pris la première fois, mais ce n'était pas grave. Notre objectif était facile à trouver. Il était en plein centre du Horus. Les munitions étaient toujours stockées le plus loin possible des parois, où un impact aurait pu les toucher. Nous savions où était l'extérieur. Nous nous sommes enfoncés dans la direction opposée, vers le cœur de la machine. Nous marchions le plus silencieusement possible, sans rien dire, sans échanger un regard. Nous savions exactement pourquoi nous étions là et ce qu'il y avait à faire. Nous fonctionnions presque comme un organisme unique, dans une coordination parfaite. Au détour d'un couloir, nous avons vu 2 gardes en armure lourde émerger devant nous. Ils n'ont pas eu le temps d'être surpris. Le premier a pris une bille de givre-lymphe en plein visage qui a transformé sa tête en glaçon sans qu'il n'ait pu comprendre ce qui lui arrivait. Sans m'arrêter, j'ai donné un coup de pied à son cadavre vacillant mais encore debout, qui a basculé sur son ami horrifié. L'impact l'a poussé sur le côté, droit vers l'épée d'Ethelstan sur laquelle il s'est embroché. Il a poussé un gémissement dans lequel on entendait les bulles de sang éclater, et il s'est effondré. Nous avons continué, à fouler vive mais silencieuse, le capitaine tenant son épée pour qu'elle ne tinte pas contre son armure. Ce n'était pas le genre d'homme à faire 2 fois la même erreur. La galerie que nous suivions était peu large et bordée de tuyaux, de câbles et de volets qui protégeaient ce que les anciens appelaient des cartes électroniques. C'était probablement un accès secondaire pour la maintenance des appareils, et nous n'y avons croisé personne d'autre. Nous avons pris un angle et constaté que notre couloir s'arrêtait quelques mètres devant nous. L'embouchure donnait sur une salle largement éclairée, d'où nous entendions provenir des voix tendues.
Des hommes et des femmes s'apostrophaient, mais leurs paroles, déformées par l'écho, étaient incompréhensibles. Ethelstan s'est approché prudemment et je l'ai suivi. Nous étions sur un petit balcon dont je ne comprenais pas l'utilité, surplombant une grande pièce qui servait d'atelier de confection pour les munitions explosives. Nous approchions. Notre objectif était probablement juste de l'autre côté, et des machines suspendues à un rail au plafond défilaient régulièrement pour emporter les caisses d'obus que les hommes posaient sur un emplacement dédié. Toutes les quelques minutes, l'un de ces chariots automatiques traversait la pièce et disparaissait par une ouverture qui devait donner sur les espaces de stockage, puis il revenait une trentaine de secondes plus tard pour faire le chemin inverse. Juste en dessous, une large porte permettait de les suivre. C'était parfait. Sauf que jamais nous ne pourrions passer sans être repérés, et il y avait une dizaine de personnes à travailler là. Beaucoup trop pour que nous puissions les éliminer sans qu'ils ne donnent l'alerte. « Tu es plus habile que moi, Harel », a chuchoté le capitaine collé à mon oreille. « Au prochain passage des convoyeurs, tu sautes et tu t'y accroches. Moi, je vais faire diversion. »« Quoi ? Non, hors de question !» Mais c'était trop tard. Ethelstan avait déjà sauté. Une chute de presque 3 mètres qu'il avait négociée avec la finesse d'un félin, mais en faisant le bruit d'un bovin. Tous les regards ont convergé vers lui. « Salut les étrons de lendemain de cuite !» a-t-il lancé avec un sourire presque dérangé, ses yeux hallucinés brillant de 1000 feux. « Venez, j'ai un village à venger, et je n'ai pas toute la journée !» Absorbé par la scène, j'ai failli rater le chariot qui arrivait. Au dernier moment, un mouvement m'a attiré le regard, et j'ai bondi par réflexe. Il était un peu plus loin que ce que j'avais imaginé, et j'ai cru un instant que j'allais le rater et m'écraser en bas entre le capitaine et ses adversaires. Mais mes doigts tendus ont réussi à s'accrocher à une barre de maintien, jaune vive, qui courait le long de l'engin. Je me suis retrouvé suspendu, ma lance et ma fronde bien accrochées mais inaccessibles. J'étais totalement vulnérable, et si un seul membre du culte de Forbes m'avait repéré, il aurait pu m'abattre avec n'importe quel arc, lance, ou même en me lançant un boulon assez lourd. Mais Ethelstan criait ses provocations d'une voix grave et puissante, les bras écartés, son épée encore au fourreau. « C'est bien ce que je pensais, bande de lâches ! C'est plus facile de tirer sur des gens désarmés, bien à l'abri derrière le blindage de votre cathédrale, que d'affronter l'un d'entre eux ! Allez, laissez-vous pousser un semblant d'honneur et venez vous battre !» Les ouvriers, de toute évidence peu habitués à une violence aussi brute, débridée, animale, reculaient avec l'air terrifié. L'un d'eux est parti en courant, probablement pour alerter sa hiérarchie si sacrée. Ils étaient 10 contre 1, et ils fuyaient. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à cette vue. « Et puis merde, si tu ne viens pas à Ethelstan, Ethelstan ira à toi !» Le capitaine a dégainé son épée et s'est mis à avancer, menaçant, vers les fidèles du culte de Forbes. La moitié d'entre eux s'est dispersée en courant, et l'autre moitié a brandi des outils et s'est préparée à se battre. Les premiers coups sont tombés au moment où je disparaissais à travers le mur, sans que personne ne m'ait remarqué. La dernière chose que j'ai aperçue, ça a été un groupe de soldats qui entraient dans la pièce au pas de charge. L'inquiétude m'a balayé de son vent glacé et collant. Je savais bien en attaquant la cathédrale que nous n'avions presque aucune chance de nous en sortir. Mais l'espoir est quelque chose dont les êtres humains ont du mal à se débarrasser. Et tant mieux, je doute que j'aurais eu le courage de faire le nécessaire sans cela. Un hurlement de douleur a retenti, le choc des épées s'est réverbéré dans les couloirs. Peut-être que le capitaine était en train de mener sa dernière bataille. Mais une chose était certaine, il vendrait chèrement sa peau. Et qui sait, l'espoir, toujours l'espoir, si j'allais suffisamment vite et que je retournais l'aider, peut-être que nous avions une chance. Je pénétrais une pièce obscure dans laquelle on pouvait deviner la forme de centaines d'obus et de cellules énergétiques stockées sur de hautes étagères fixées au mur et encombrées de coffres entassés les uns sur les autres. J'ai lâché le convoyeur et je me suis réceptionné au sol sans me blesser. Je n'avais pas autant de panache qu'Ethelstan, mais je m'en sortais pas trop mal.
Les lumières se sont brusquement allumées, m'éblouissant et me clouant sur place aussi efficacement que l'aurait fait un filet de plomb. Une silhouette, moins grande que moi, assez menue, se tenait au centre de la pièce. Je la voyais à peine entre mes yeux plissés, mais je n'avais pas besoin de la voir pour savoir qui c'était. « J'en étais sûr !» a craché Adélaïde avec un mépris total. « Les prévisibles parasites dans votre genre ne savent pas faire autre chose que détruire ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. La médiocrité exècre la grandeur. » Je suis resté un instant abasourdi. Je ne pensais pas qu'elle chercherait à me parler. Nous avions dépassé ce stade. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais il semblait que la nouvelle grande prêtresse de Forbes avait besoin d'un auditoire, ou au moins de se sentir comprise. Pour ce qui est de la destruction, je n'ai vraiment aucune leçon à donner à une experte dans votre... Vous détruisez, je nettoie, j'assainis, je purifie. Elle allait me faire regretter les conversations avec son maître. Mais il fallait que je l'occupe encore quelques instants, le temps que mes yeux s'accoutument à la lumière vive qui me transperçait les pupilles. Mandéric pouvait se battre pour obtenir ce qu'il voulait. Vous avez détruit la tour de fer pour le plaisir, par ego, par frustration, par haine. Ne vous voilez pas la face, Adélaïde, malgré le déchaînement de puissance que vous pouvez infliger avec vos troupes, avec la cathédrale, avec les machines que vous piratez. Vous n'êtes jamais qu'une gamine vexée et capricieuse qui casse les jouets qu'elle ne peut pas avoir. Ma vue revenait. Elle était débraillée, les cheveux en bataille, le teint pâle et les yeux rougis. Elle tenait toujours son arbalète, mais négligemment le long de son corps, sans même daigner me viser. De toute évidence, la passation de pouvoir ne se passait pas aussi bien qu'elle l'aurait voulu. Mandéric n'avait rien compris, pas même les dieux qu'il passait son temps à citer. Il voulait refaire les mêmes choses, suivre les mêmes routes, reproduire les mêmes actes et les mêmes pensées d'anciens morts depuis 1000 ans. Le monde a changé, et nous devons changer aussi. Si vous voulez réussir, vous devez trouver de nouvelles voies, plutôt que de suivre les chemins usés du succès. Voilà ce que disait Rockefeller. Le destiné aurait mieux fait de l'écouter. J'ai dégainé ma lance. J'en avais marre des citations, marre des délires de fanatiques mégalomanes, et mon ami était en train de se battre de l'autre côté de l'épaisse cloison. Adélaïde a eu un drôle de sourire, mais elle n'a pas levé son arme. Au lieu de ça, j'ai vu un léger éclair bleu illuminer son focus. Une trappe s'est ouverte dans le plafond, et en une demi-seconde, une tourelle automatique s'est déployée. J'ai eu tout juste le temps de me jeter derrière un rayonnage sur lequel trônaient les batteries de condensateurs parfaitement alignées. Les projectiles ont déchiqueté l'endroit où je me tenais un instant plus tôt, et la tourelle a tourné vers moi pour me suivre. Les batteries ont explosé sous les impacts, et l'air s'est empli d'une fumée légère mais âcre et acide, qui brûlait la gorge et les yeux. Au sol, à côté d'Adélaïde, 2 œufs de métal rouge et noir ont commencé à s'ouvrir. Mais je n'avais pas le temps de m'en occuper. Les éclats tranchants projetés par la tourelle me suivaient beaucoup trop rapidement. À chaque mouvement que je faisais, à chaque bond pour m'abriter, à chaque roulade pour esquiver, elle se rapprochait un peu plus. J'ai senti une douleur vive lorsqu'un éclat arraché au sol m'a effleuré le bras, y laissant une entaille longue mais peu profonde. J'ai envoyé un ordre de mise à l'arrêt de la tourelle et elle m'a écouté. Les balles se sont tues, remplacées par un bourdonnement étrange que je n'ai pas pu identifier. « Ne touche pas aux technologies des dieux, barbare !» a hurlé la prêtresse. Je suis sorti de mon abri et je me suis précipité sous la tourelle, dans laquelle j'ai planté ma lance, une bille d'acide glissée dans sa lame. Elle s'est enfoncée en faisant jaillir des étincelles, et le liquide poisseux et verdâtre a goûté le long du manche, fumant et crépitant, si bien que j'ai dû la lâcher avant de voir mes mains fondre. J'ai bondi en arrière, et j'ai vu Adélaïde sortir de derrière un rayonnage renversé. Elle souriait,
un sourire fou, glacial, un sourire inhumain, et à ses côtés volaient 2 machines que je n'avais jamais vues. Elles ressemblaient à 2 scarabées, gros comme des chiens, aux couleurs flamboyantes. Elle a tendu la main et ils se sont précipités vers moi. Le premier m'a raté, mais je n'ai pu esquiver totalement le second qui m'a frappé à l'épaule. L'impact m'a arraché un cri de douleur et j'ai volé en arrière en tournoyant pour aller m'écraser contre des caisses de bois qui ont craqué sous mon poids. J'avais le bras gauche endolori mais je l'ai ignoré. J'ai roulé au sol pour me mettre à l'abri. L'un des scarabées a raté ma tête de peu, mais le second a tendu une patte fine, terminée par 2 griffes brillantes, et un éclair m'a frappé en pleine poitrine. À nouveau j'ai été projeté contre le mur avec tant de force que des munitions diverses sont tombées de leurs étagères pour rouler autour de moi. J'étais à moitié sonné, mes muscles tremblaient, j'avais l'impression d'être emprisonné dans un corps malade et agité de spasmes. J'ai envoyé une nouvelle instruction via mon focus. J'ai essayé de reproduire ce que j'avais fait avec ma corne de feu et avec les tourelles, sur les machines volantes frénétiques qui s'apprêtaient encore à se jeter sur moi. Il y a eu un moment d'hésitation. Elles ont bourdonné dans la pièce, 2 mètres au-dessus du sol, juste entre moi et la prêtresse de Forbes, sans avoir l'air de savoir ce qu'elle devait faire. « Obéissez !» a hurlé la jeune femme en me désignant du doigt. Elle était tellement sûre de son autorité qu'elle ne pensait pas à se servir de son arbalète. Malgré son focus, elle n'avait pas compris que les machines n'étaient que des outils construits par les anciens. Elle ne détenait ni essence divine, ni pouvoir quelconque, ni échelle de valeur. Elle n'avait pas de préférence. Ce genre de machine n'en avait pas en tout cas. J'ai eu un peu pitié pour elle, et je me suis demandé comment elle était devenue ce qu'elle était aujourd'hui. Quelle souffrance l'avait poussée vers une telle folie, quelle rencontre l'y avait confortée. Elle n'avait jamais vu les machines obéir à quelqu'un d'autre, et elle n'imaginait pas que ce soit possible. Elle croyait réellement à son statut divin. Mon cerveau pensait, comme d'habitude, sans faire de pause, mais mon corps continuait d'agir. Ma fronde était déjà entre mes mains. Elle a claqué, et une bille de flambée a volé droit vers Adélaïde. Son costume anachronique s'est embrasé aussitôt, ses cheveux noirs lui ont fait une couronne de flammes, et, pendant un court instant, juste avant les hurlements, les gestes frénétiques et une mort atroce, elle m'a jeté un regard incrédule, surpris, comme si elle ne pouvait pas croire ce qui lui arrivait. Je me suis redressé difficilement. Mon épaule me faisait souffrir, mes membres tremblaient et refusaient de m'obéir comme ils le faisaient d'habitude, mais je n'avais pas le temps de me remettre. Mon focus m'offrait une option inédite lorsque j'examinais les scarabées en vol stationnaire, attendant de nouvelles instructions. J'ai activé l'option. J'ai donné l'ordre d'autodestruction. Dans 5 minutes, et je suis parti en titubant. J'ai ouvert la porte à la volée, celle qui donnait sur l'atelier où j'avais abandonné Ethelstan. Je m'attendais à trouver son cadavre, avec le maigre espoir d'arriver à temps pour l'aider, mais pas à le trouver debout, entouré des corps de ses adversaires, le visage et l'armure couverts de sang, appuyé sur son épée, en train d'essayer de reprendre son souffle. « Arel !» s'est-il exclamé en me voyant. « Tu es vivant !» Mon cœur a fondu, et je me suis précipité dans ses bras. À cet instant, ça n'avait aucune importance. Je ne me préoccupais pas de ce qu'il pensait, de ce que Cred et ses semblables penseraient, de son poste de capitaine et de sa réputation. Je me contentais de le serrer contre moi et de l'écouter respirer. Il m'a rendu mon étreinte, et j'en ai profité jusqu'à me rappeler que le Horus allait bientôt exploser. J'ai reculé sans le lâcher, un sourire probablement béat sur les lèvres. J'ai regardé ses blessures, nombreuses mais superficielles, et la longue balafre qui courait sur son front. C'était presque la même que celle récoltée par Randall lors de la bataille de la demeure des princes. « Toi aussi, tu vas avoir le genre de cicatrice qui plaît aux hommes » lui ai-je dit en lui faisant un clin d'œil. Il m'a donné une grande tape sur l'épaule, et j'ai couiné en sentant la douleur me vriller les os. « Pardon, » a-t-il dit. « Alors, tu as réussi ?»« Ouais. Et il faut qu'on court !» Je me suis précipité, toujours un peu maladroitement, vers la sortie.
Les couloirs se ressemblaient tous, et je me suis un peu perdu, mais nous avons fini par émerger sur le dessus de la cathédrale, sous le ciel noir et orageux, la pluie battante et les éclairs qui zébraient le ciel. J'aurais préféré trouver l'une des échelles qui permettait de descendre, mais nous allions devoir faire avec. Je me suis rué vers le bord, et les explosions ont commencé à retentir. Le sol a tremblé sous nos pieds, et nous avons failli trébucher. Le ventre du Horus était secoué de détonations, et je ne doutais pas qu'il ne tarderait pas à voler en éclats. J'ai continué en tirant Ethelstan par la manche, et en envoyant des instructions à mon focus. Je n'étais absolument pas certain que ça pourrait marcher, mais je n'avais que cet espoir auquel me raccrocher. Encore un espoir. « Saute !» ai-je hurlé en arrivant au bord. Et il a sauté. Ethelstan me faisait confiance au point de sauter dans le vide à ma demande. Même si nous n'avions pas plus de chance de survie en restant à bord du titan agonisant, cela restait un acte de foi qui m'a touché à un point difficilement descriptible. Nous avons senti le vent et la pluie nous fouetter le visage, vu le monde basculer autour de nous et le sol se rapprocher de plus en plus vite, si vite que je n'arrivais plus à voir qu'une vague surface floue. J'ai assisté à l'explosion du toit du Horus, qui a libéré une langue de flamme qui est montée vers les nuages, vaporisant la pluie et déclenchant une nouvelle série d'éclairs. Je tombais, et je n'avais plus qu'à admirer la fin de notre ennemi en attendant de m'écraser. Une gigantesque ombre noire a surgi des nuages, entourée d'éclairs aveuglants, et les serres du spectre de l'orage se sont refermées sur nous, avec tant de violence que j'ai senti mon bras se briser. J'ai poussé un cri de douleur, mais le soulagement a aussitôt pris le relais dans mon esprit. Je ne tombais plus. Nous ne tombions plus. « Oui, par toutes les putains du port de Sarès-Taharel, t'es le meilleur !» a braillé le capitaine, hystérique, dans l'autre serre. J'ai fermé les yeux pendant que l'oiseau mécanique géant nous portait jusqu'aux catacombes, jusqu'à Anouk. J'ai fermé les yeux et j'ai pu enfin me reposer. J'ai fermé les yeux et je me suis félicité de ne pas avoir perdu espoir.